Mesdames et messieurs, très chers habitantes et habitants des 6e et 8e arrondissements, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai l'honneur, au nom de l'ensemble des élus de notre mairie du 4e secteur, de vous présenter pour 2022 mes meilleurs vœux pour vous-même, vos familles et vos proches. À toutes et tous, je souhaite bonheur et réussite dans vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et bien évidemment, je vous souhaite la santé, une bonne santé. En 2021, nous avons cru voir la fin de la pandémie, source de drames humains qui désorganisent nos vies. Trop nombreux sont ceux qui ont disparu et beaucoup souffrent d'isolement. Nous devons penser à eux. Nous sommes confrontés à un moment inédit de notre histoire, mais ensemble, nous allons retrouver des jours meilleurs et réapprendre l'insouciance. Nous savons désormais que c'est grâce à la vaccination que nous y parviendrons. C'est la meilleure, la seule des manières de se protéger, de protéger ses proches, sa famille. J'ai une pensée toute particulière pour les marins-pompiers de Marseille, en première ligne dans la vaccination, pour les soignants qui font face malgré la tourmente, pour les enseignants qui rencontrent tellement de difficultés dans leur belle mission, pour ceux de notre administration municipale et de toutes les administrations qui assurent la continuité du service public. Sans oublier évidemment tous les héros du quotidien qui s'emploient à préserver le lien social et à faire œuvre de fraternité et de solidarité. Tous les jours, ils sont présents et je les en remercie. C'est grâce à eux qu'en 2021, nous avons pu avancer et engager notre ville et nos quartiers sur la voie de la transformation. Les chantiers sont immenses et nombreux, et nous avons déjà obtenu de beaux succès qui montrent la voie à suivre. En tout premier lieu, il y a bien sûr l'école et son plan à 1,2 milliard d'euros. C'est un succès et nous en sommes fiers. En 2022, la priorité de notre mairie sera donnée au logement et d'une manière plus générale à l'habitat. Et à tous les étages, nous avons ouvert les chantiers nécessaires pour répondre aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Les défis sont immenses. L'urgence climatique nous impose de penser autrement, de voir plus loin et d'être ambitieux. Végétalisation des rues, des cours d'école, renaturation de nos parcs et de nos jardins, déploiement de composteurs, création de pistes cyclables, développement des transports en commun. Les mobilités douces des piétons et des cyclistes doivent trouver leur place dans l'espace public qui doit être apaisé, sécurisé et rendu à tous les usages et à tous les usagers. Nous avançons sur tous ces sujets et pour aller plus loin, plus vite encore, nous allons mettre en place dans notre mairie de secteur une comptabilité carbone pour orienter nos décisions. Mais ces transformations doivent être accompagnées. Nous avons besoin de plus de justice, de plus de solidarité, de plus de fraternité pour recoudre et retisser les liens entre le sud et le nord de la ville. Nous avons besoin de plus de logement social et des attributions transparentes. Nous devons être présents pour soutenir les plus fragiles et les plus isolés. La vie associative de proximité doit être redynamisée. Le sport doit être accessible au plus grand nombre. La culture et les arts doivent se rapprocher des quartiers pour renouer les liens et remettre de la joie et du plaisir dans la vie de tous les jours. C'est ainsi que Marseille s'illustre et se grandit. Et pour réussir la construction de notre ville de demain, une ville plus juste et plus verte, c'est ensemble que nous y parviendrons. Dans nos quartiers, dans nos 6e et 8e arrondissements, chaque fois que cela est possible, il faut remettre de la parole, rendre la parole aux habitants. C'est ensemble, dans le partage et l'écoute, que nous construirons une ville résiliente pour affronter les défis du futur. La démocratie locale n'est pas une alternative, c'est une exigence et un devoir. C'est la seule voie possible pour que, de la plaine à Cadelongue, la vie s'épanouisse dans nos quartiers et nos arrondissements. Ensemble, nous irons plus loin et plus vite. En 2022, nous les habitants, nous les élus, nous ferons grandir nos quartiers et nous écrirons une nouvelle page de l'histoire de notre ville.
Cette année, en mairie de secteur, j'ai souhaité que nos vœux soient multiples, aussi près des quartiers et des territoires que possible. Ce soir, je m'adresserai donc de manière plus spécifique à ceux qui habitent Vauban et près de la rue Lacédémone, à la rue Villa Paradis, à la rue Breteuil, au boulevard Périer, sur la rue Paradis ou rue Edmond-Rostand du côté du boulevard Notre-Dame ou de la rue Jules Moulet, au boulevard Andréone et d'une manière générale à tous ceux qui habitent sous la Bonne Mer. Être proche, être à l'écoute des habitants sur les questions de la vie quotidienne, c'est cela être maire de secteur. Et je tiens à remercier de leur présence Marie Michaud, Marie-Hélène Amsalem et Cyprien Vincent, vos adjoints de quartier. Ce sont nos maires de quartier. Je tiens également à remercier tous les autres élus présents ce soir qui sont impliqués dans les actions portées par la mairie de secteur. Mais avant de rentrer dans les sujets spécifiques qui vous concernent, je voudrais partager notre ambition pour l'espace public. L'espace public est le bien commun des habitants, le lieu des rencontres et de l'échange, de la convivialité et du vivre ensemble. Et c'est particulièrement vrai dans nos quartiers denses, peuplés et animés du centre-ville. C'est pourquoi nos places et nos rues, nos jardins doivent redevenir agréables, plantés, décorés, entretenus pour améliorer la qualité de vie. C'est une grande ambition à inscrire dans le temps long, réclamant de la patience, de l'énergie, de la vigilance. Mais l'espace public, c'est la métropole. C'est pourquoi en 2022, notre objectif est que cette collectivité entende, plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, nos projets et nos ambitions. Travailler en bonne intelligence avec la métropole est l'un de ces grands chantiers. La propreté, la voirie et les places, les aménagements urbains, ce sont des compétences métropolitaines. Le logement social, l'habitat, les transports en commun, la mobilité aussi. C'est pourquoi nous appelons de nos vœux une meilleure collaboration, une meilleure écoute, un meilleur partage d'informations, pour que nous nous engagions collectivement dans la transformation indispensable de notre ville. L'urgence nous commande de nous entendre dans l'intérêt général, dans l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais. Un grand retard a été pris dans cette ville sur tellement de sujets, mais notre mairie les prend désormais à bras-le-corps. Il faudra du temps. Pour certaines problématiques, il faudra 2 ans ou 3 ans. Pour d'autres, 8 ou 10 ans, voire plus. Alors je vois bien vos attentes, vos frustrations, vos colères. Tous les jours, vous écrivez pour réclamer des rues apaisées devant les écoles ou ailleurs. Vous écrivez pour un meilleur nettoyage des trottoirs, pour obtenir un logement social, pour avoir plus de transports en commun, pour que la tranquillité publique soit mieux assurée. La liste est longue et vous avez évidemment raison, bien sûr. C'est pourquoi notre équipe, celle de la mairie centrale et bien sûr celle de la mairie de secteur, nous nous battons tous les jours avec énergie, avec détermination, avec impatience. La voie est difficile et si les pas sont parfois petits, il y a des sujets de satisfaction, des chantiers qui avancent, qui montrent que nous allons dans la bonne direction. Ainsi, et en matière de tranquillité, nous rattrapons le retard, puisque les effectifs de la police municipale, comme ceux de la police nationale, sont en augmentation. Près de 200 policiers en plus à Marseille en 2022, au total, près de 500 d'ici 3 ans. Ces renforts permettent une présence plus grande dans les rues, et le retour d'une police de proximité et du quotidien apaise les tensions. Les opérations de verbalisation qui se multiplient feront reculer le stationnement anarchique ou la vitesse, qui mettent en danger les piétons et les cyclistes. Et on note, par exemple, quelques satisfactions dans la réduction du stationnement en double fil de la rue Paradis. Et à propos des vitesses excessives, sollicitées par la préfète de police pour la localisation de radars, nous lui avons transmis une liste de voies prioritaires à sécuriser. Nous espérons des installations avant la fin de l'année. Dans le même ordre d'idées, la ville de Marseille s'est positionnée auprès de l'État pour l'installation de dispositifs de verbalisation automatique du niveau sonore des véhicules motorisés, que certains appellent les radars Méduse. C'est pour l'instant un dispositif expérimental qui devrait pouvoir être déployé, nous l'espérons, dans les années qui viennent. Le bruit est un fléau, un sujet de santé publique, et là encore,
nous entendons agir pour faire reculer cette nuisance. La vitesse, le bruit, le stationnement anarchique, ce sont des chantiers que nous avons ouverts et nous devrions constater des améliorations rapides sur le sujet, même si j'en conviens, il reste du chemin à faire. Apaiser l'espace public et le sécuriser, c'est aussi le rendre accessible à tous. Ainsi, à la place de Libes, après la remise en service de la fontaine et le remplacement des arbres morts, on constate une appropriation par certains commerçants de l'espace disponible au détriment des piétons, à tel point que la boîte aux lettres a dû être déplacée. C'est pourquoi nous allons mener une opération concertée avec le service des emplacements et la police municipale pour que tous les usages et tous les usagers soient respectés. Nous allons échanger avec les commerçants et demander à la métropole de matérialiser les emplacements pour permettre aux services de la ville de les faire respecter. Nous allons également intégrer des places pour les 2 roues qui doivent trouver à stationner sans mettre en danger les piétons. J'en profite pour faire un point sur le stationnement des trottinettes et des vélos en libre service. Après une période de totale liberté, ces engins doivent désormais être déposés sur des emplacements localisés par les opérateurs, ce qui conduit, maintenant et par endroits, à une accumulation incontrôlée. Un travail de dentelle est donc engagé avec les CIQ pour que certaines zones de dépôt soient modifiées ou supprimées. La situation s'est améliorée, mais là encore, des grands progrès restent à faire. Nous nous engageons également dans la renaturation de nos jardins et notre mairie réalise des travaux pour entretenir, renaturer et rendre l'envie aux habitants de s'y promener. Dans le 6-8, plusieurs parcs sont concernés. Le jardin Mélisant, près de Rabateau, un micro-parc au bout de la rue du Rouet, le jardin Valbel sur le 2e Prado et celui de Corinthe, pas loin de Castellane. Et près de chez vous, la rénovation complète du parc des Sœurs franciscaines va démarrer avant la fin du 1er trimestre pour des travaux qui dureront 18 mois. Ce sera un lieu de promenade et de repos, largement arboré et végétalisé, comprenant des jardins partagés, totalement reconfiguré et s'inspirant de son tracé d'origine. Aujourd'hui, accessible seulement depuis la rue Lacédémone, une entrée par la rue Breteuil sera créée. Nous allons également renaturer le tout petit jardin du square Jean Giono à la rue Villa Paradis. Aujourd'hui, en été, c'est un four inutilisable. Végétalisé, il deviendra un lieu rafraîchi, propice au repos. Et dans ces 2 jardins, à proximité de chez vous, des composteurs viennent d'être installés cette semaine. Vous pouvez prendre l'habitude de les utiliser. En 2023, ce sera obligatoire. Dans ce même registre, je tiens à annoncer qu'avant le début de l'été, nous allons remettre en place l'ouverture et la fermeture par des gardiens des jardins Poinceau-Chapuis et Moulay. C'est attendu et réclamé par les habitants. Nous les avons écoutés et nous le faisons. Nous allons développer les visas verts pour que chacun s'approprie son bout de trottoir et participe à l'embellissement des rues et à la protection de la biodiversité. La lutte contre la crise climatique doit désormais constituer le socle de nos politiques publiques. Nous le devons à nos enfants et nous devons regarder les choses en face. C'est maintenant ou jamais. C'est pourquoi en 2022, nous allons mettre en place une comptabilité carbone qui, parallèlement à la comptabilité financière de la mairie, permettra d'engager une transition vers la neutralité carbone. Je voudrais maintenant aborder de manière aussi concrète que possible quelques-uns des nombreux sujets qui sont ceux de vos quartiers. En premier lieu, et parce qu'habitant moi-même à Vauban, cela fait des années que la situation me préoccupe. Je voudrais évoquer ici la rue du Cambodge, étroite, encombrée, bruyante et surtout dangereuse. Il faut trouver une solution pour cette rue. Alternance ou sens unique, aucune solution n'est exclue et nous avons obtenu de la métropole qu'elle réalise des études que nous viendrons vous présenter. Ce qui est certain, c'est que la situation ne peut rester en l'état, car les personnes âgées, les enfants et leurs parents, les piétons comme les cyclistes sont en danger lorsqu'ils empruntent la rue du Cambodge. Le danger est aussi devant les écoles Guadeloupe et Vauban. C'est pourquoi nous avons demandé à la métropole la sécurisation des abords avec la création de 2 plateaux traversants, l'un devant l'école Guadeloupe, l'autre en haut du boulevard Vauban devant la maternelle. La sécurité à proximité des écoles
est un impératif et surtout une urgence. Il en est de même pour l'école Breteuil. Nous avons refusé la proposition qui nous avait été présentée par la métropole, car la chicane pour le ralentissement des véhicules avait été placée après l'école. Un nouveau projet est en cours et les travaux devraient avoir lieu cette année. Et en attendant, le dispositif des petits piétons a été mis en œuvre devant cette école. Pour rester dans le registre de la voirie, nous avons donné notre accord à la réfection de la rue Jules Moulet, avec pour objectif de casser la vitesse par des chicanes et éviter le stationnement sur trottoir. Un nouvel aménagement du carrefour Notre-Dame, cours Pierre-Puget devrait également être réalisé en 2022 pour sécuriser la traversée piétonne et agrandir les aires de stationnement de roues. En 2022, les services de la métropole devraient également engager les études nécessaires pour requalifier la rue Breteuil, qui est l'une des rues les plus polluées de Marseille. Évidemment, lorsque ce projet prendra tournure, nous consulterons les habitants pour recueillir leurs attentes et les intégrer. L'apaisement de la circulation, mais également la volonté de permettre à chaque usager de retrouver une place sûre dans l'espace public, est aussi une priorité. Et comment ne pas évoquer ici les services publics si chers aux Vaubanais et aux habitants du secteur? C'est un vaste sujet, c'est une vraie problématique. Pour commencer, je voudrais parler des transports en commun. Nous avons, à de nombreuses reprises, demandé à la RTM le renforcement de la fréquence des lignes 49 et 60, ainsi qu'une plus grande amplitude horaire. Ces demandes ont pour l'instant été refusées. La création d'une navette vers Castellane a également été refusée. Mais nous ne renonçons pas à obtenir satisfaction, car si l'on veut réduire la place de la voiture en ville, c'est indispensable. Parmi les chantiers engagés, il y a évidemment celui d'une réflexion sur l'accès à Notre-Dame de la Garde par les cars de tourisme. Une interdiction de circulation abrupte et radicale ne serait pas réaliste. Mais alors, quelles sont les solutions alternatives ? Vous les avez toutes en tête, mais cela demande un travail en commun avec la ville, la métropole et l'Office du tourisme. Le distributeur de billets. C'est également un sujet. Il n'y en a plus un seul dans le quartier depuis la fermeture de la poste Lacédémone. Suite au refus des banques, j'ai étudié la possibilité de faire implanter à la place Valère-Bernard un distributeur par une société spécialisée. Le coût de l'installation est de près de 30 000 € et la location annuelle de plus de 25 000 €. Ce n'est pas dans les moyens de notre mairie. En revanche, nous souhaitons développer le cashback, c'est-à-dire la possibilité de retirer dans les commerces de proximité ou les supermarchés. Nous allons également rencontrer les commerçants du quartier pour faire démarrer l'usage de la roue, qui est une monnaie locale acceptée par les commerces adhérents. Et puis aussi une bonne nouvelle. La Poste va réinstaller un distributeur de billets dès que les travaux de l'immeuble de la rue Lacédémone seront terminés, et cela sera courant 2022. Parmi les autres sujets du quartier, il y a évidemment la maison du Bel Âge, fermée depuis un sinistre. Elle va réouvrir très rapidement. Les travaux s'effectueront du 7 au 11 février et elle pourra redevenir ce lieu de rendez-vous pour nos seniors, ainsi qu'un point poste. Quant au bureau municipal de proximité qui est fermé depuis presque 2 ans, autant le dire, il ne réouvrira pas dans l'immédiat, et pas sous cette forme. Je sais que les habitants y sont attachés. Plus c'est prêt, mieux c'est. Mais pour refaire sa carte d'identité ou son passeport, il n'y a guère plus de 2 km pour aller au bureau de Lodi ou à celui de Louvain. Et pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, un dispositif de transport gratuit à partir du domicile a été mis en place. Mais le vrai sujet, c'est de repenser le service public de proximité. À terme, nous souhaitons créer un réseau élargi de guichets, des maisons du citoyen dans lesquelles il serait possible de parler logement social, de demander un conseil juridique, de rencontrer un médiateur et évidemment de refaire son passeport. C'est dans cette perspective que dès le mois de février 2022, les centres d'animation de Vauban, de Sylvabel et de Falques vont organiser des permanences d'aide aux démarches administratives et à l'accès aux droits. Retrouver une âme de village au cœur de la ville,
C'est ainsi que l'on retrouvera de la convivialité, que l'on combattra l'isolement, que l'on donnera du sens au vivre ensemble. Et c'est ce que vous proposera la Voix est belle, qui sera organisée à Vauban du 27 au 30 avril. Durant 3 jours, l'idée est d'expérimenter une autre manière de vivre son quartier, de repenser pour quelques jours l'espace public, de le rendre festif et heureux. Ateliers de réparation vélo, musique, expositions et spectacles, jardinage et compostage, c'est tout un programme à construire ensemble pour imaginer comment transformer son cadre de vie. Et pour terminer sur un point très positif en matière de services publics, je voudrais rappeler ce que nous avons réalisé pour les centres aérés. Il y en a 3 dans vos quartiers. Depuis de nombreuses années, depuis toujours en fait, inscrire ses enfants dans le centre aéré de son quartier était un parcours du combattant à l'issue duquel on n'était sûr de rien. Depuis juin dernier, c'est terminé. Les inscriptions se font désormais en ligne avec des places attribuées sur critères. Et à Vauban, nous avons créé 30 places supplémentaires pour répondre à la demande insatisfaite du quartier. C'est du service public en plus, renforcé et équitable. Et quand nous engageons 400 000 € dans la réhabilitation du centre d'animation de la rue Sylvabel pour le rendre plus confortable et plus accueillant, c'est améliorer l'offre aux habitants et renforcer le service de proximité. Le service public, c'est également rendre accessible la culture et le sport au plus grand nombre, au plus près des habitants. C'est pour cela que nous avons organisé l'été dernier des activités sportives et des spectacles gratuits dans le parc de la Commerie ou au parc de la Colonne. Culture au Jardin a permis à de très nombreux habitants de bénéficier de concerts, de lectures et autres représentations tout près de chez eux. Et avec Sportez-vous bien, ceux qui voulaient rester en forme ont pu faire de l'exercice. Cette nouvelle offre se poursuivra l'été prochain, car c'est ainsi que l'on retisse du lien social. Avant d'en terminer, je voudrais évoquer la relation que nous souhaitons installer avec les commerçants pour l'animation des rues les plus fréquentées. Et je prendrai pour exemple les illuminations de Noël. Certains nous ont reproché qu'elles n'étaient pas assez nombreuses. C'est vrai. Et pourtant, le budget de notre mairie de secteur pour ces décorations était supérieur à 100 000 €. Alors comment faire ? Nous pensons que les commerçants, premiers intéressés à la mise en valeur de leur rue, doivent être associés et participer à ces éclairages. C'est un projet que nous allons développer avec les associations de commerçants et avec les CUQ pour faire plus et mieux. Plus largement, nous souhaitons que l'animation des rues se développe, et il n'y a pas que la période de Noël qui est importante. Je pense en particulier au marché des antiquaires de la rue Edmond-Rostand ou au loto et carnaval dans lesquels les commerçants sont souvent impliqués. Nous devons mieux accompagner ces manifestations qui attirent beaucoup de monde. Et nous souhaitons, dans le futur, développer cette collaboration qui valorise un quartier, ses habitants, et renforce les commerces qui sont au cœur de cette vie de village. Alors bien sûr, aujourd'hui tout est loin d'être parfait et nous avons un long chemin à parcourir. Et les chantiers sont nombreux. Mais je nous fais confiance, à nous, les élus, et avec vous, les habitants, pour nous engager ensemble dans cette voie du développement durable et harmonieux de notre ville. Je crois profondément qu'en retrouvant la dimension humaine et les démarches collectives, qu'en remettant au centre du jeu le voisinage et la vie des noyaux villageois, qu'en privilégiant l'écoute et la prise en considération de toutes celles et tous ceux qui habitent un quartier et une rue, nous avancerons pour que la vie soit meilleure, plus agréable. Dans les mois qui viennent, nous aurons l'occasion de revenir vers vous pour poursuivre ce que nous avons engagé, pour faire de nouvelles propositions. Nous restons évidemment à votre écoute. Et avant de vous laisser la parole, je voudrais vous souhaiter à nouveau mes meilleurs vœux et une bonne année. Je vous remercie de votre attention. Bien, bonsoir à toutes et tous. Nous avons donc une première question reçue par mail de la présidente du CIQ Villa Paradis qui n'est pas avec nous ce soir. Elle était indisponible, relative aux travaux d'Enedis dans le quartier
particulièrement la rue Christophe Colomb et particulièrement, monsieur le maire, la problématique des fils arrachés par le Mistral. Voilà, est-ce que vous avez des éléments de réponse à ce sujet ? Alors, bonsoir à toutes et tous. Dans cette session de questions-réponses, sur ce point particulier de Enedis à la rue Christophe Colomb, je n'ai hélas pas tous les renseignements nécessaires. En revanche, ce que je sais, c'est que dans de nombreux quartiers de Marseille, on a des difficultés avec des installations qui ne sont plus en fonctionnement et qui n'ont pas été démontées par Enedis. Donc là, aujourd'hui, s'il y a des câbles qui semblent abandonnés, ils ne sont certainement plus sous tension. Et pour autant, il faudrait que Enedis les enlève. Mais on a de nombreux cas comme ça. Et nous allons relancer la société pour qu'elle fasse cette dépose qui nuit à la qualité du quartier, évidemment. Mais je peux l'assurer, il n'y a pas de danger parce que s'il y avait de la tension et du courant dans ces câbles, en fait, et s'ils servaient à quelque chose, c'est qu'il n'y aurait plus de courant dans le quartier, comme ce n'est pas le cas. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Très bien. Alors pour l'instant, on n'a pas de questions supplémentaires. N'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook ou sur Zoom. Alors, on a une question relative au service public dans le quartier Vauban, particulièrement dans le contexte de fermeture du bureau municipal de proximité. Comment peuvent faire les personnes qui ont du mal à se déplacer pour pouvoir refaire leur carte d'identité ou passeport ? Je pense que cette question, on peut avoir une réponse de Jean-Marc Bonafou, premier adjoint, sur cette question. Monsieur Bonafou, est-ce que vous nous entendez ? Je suis là. Oui, je vous entends et je suis là. Est-ce que vous m'entendez ? Absolument. Bon, bonsoir à toutes et tous et j'en profite pour moi aussi vous présenter mes meilleurs vœux. Monsieur le maire, on en a touché quelques mots tout à l'heure à propos du bureau municipal de proximité et des services qui ne sont plus rendus à la population dans le quartier. Il y a un dispositif qui permet justement aux personnes qui sont en situation de handicap ou à mobilité réduite, qui leur permet de se rendre au bureau municipal Lodi, qui est distant de 2 kilomètres, comme le disait monsieur le maire. Il suffit pour cela de prendre rendez-vous auprès d'Allo-Mairie, de justifier d'un handicap, et le service permet de venir chercher ces personnes à domicile pour les amener faire leur démarche administrative. Après, ça évoque une problématique un petit peu plus large, justement, sur le service public, de manière générale. Le bureau municipal de proximité, il faut rappeler quand même que ce n'est pas une compétence de la mairie de secteur, bien que ça nous préoccupe beaucoup et que nous ayons beaucoup de remontées à ce sujet. Celui de Vauban, il y a 2 problématiques majeures. Une première problématique qui est celle des effectifs qui sont insuffisants en raison notamment de la crise sanitaire. Beaucoup des personnels ont été en arrêt de travail à cause de ça. Et ensuite, c'est un local qui est en très mauvais état et qui doit être considérablement rénové avant une éventuelle réouverture. Parallèlement à ça, la mairie centrale réfléchit en ce moment à une évolution des bureaux municipaux de proximité. Et c'est dommage que Alexandra Agostino n'ait pas pu se connecter ce soir parce qu'on met en place, notamment dans le CMA, la CM de Vauban, un service justement d'aide aux démarches administratives qui doit prendre effet à partir du début février, donc très prochainement. Voilà. Merci. Donc, ce que je voudrais dire, peut-être, je vais ajouter un mot sur le service public.
Le service public, c'est évidemment pouvoir faire des démarches administratives, mais le service public, c'est ce que met la collectivité à la disposition des habitants, des citoyens et des citoyennes pour avoir une vie en proximité. Alors, effectivement, pour les démarches administratives, elles sont un petit peu plus compliquées, mais ce que l'on essaye de faire d'une manière générale dans toute notre action, c'est de ramener de la proximité dans tous les services. Et ce service, c'est aussi l'accès à la culture, c'est aussi l'accès au sport, c'est aussi les centres aérés. Alors je l'ai dit tout à l'heure dans les vœux, mais l'importance du service public fait partie de notre ADN. Aujourd'hui, comment pourrions-nous imaginer que nous ne soyons pas systématiquement en recherche de plus de services pour les habitants? C'est ce qu'on essaye de faire dans toutes nos actions du quotidien. Alors effectivement, il y a des points qui sont peut-être insatisfaisants pour les habitants sur des habitudes qu'ils avaient prises d'avoir un bureau de proximité pour aller faire sa carte d'identité ou son passeport. Ceci étant, faire sa carte d'identité ou son passeport, ce n'est pas une démarche qu'on réalise tous les jours. D'où l'importance de se poser la question de c'est quoi le service public, c'est quoi ce qu'on doit offrir aux habitants pour que dans leur quartier, à proximité de chez eux, ils puissent avoir des réponses sur tout un tas de sujets. Et ces réponses, aujourd'hui, on sait bien qu'elles elles peuvent être liées à la contestation, je donne des exemples, à la contestation d'une amende, ça peut être des problèmes liés au logement, ça peut être toute une série de questions, et c'est ça aussi le service public, et c'est ça qu'on va essayer dans les mois, dans les années qui viennent, de renforcer en permanence, parce que c'est évidemment quelque chose de particulièrement important. Quand on réclame plus de bus et une meilleure desserte en transport en commun à Vauban, c'est parce que c'est du service public. Et ça, on est bien décidé à faire en sorte, et c'est un de nos combats à la mairie, que le transport en commun soit plus efficace, plus performant, pour rapprocher les gens les uns des autres. Merci beaucoup. Nous avons un complément de réponse de Lourdes Mounien, conseiller d'arrondissement aux Solidarités. Monsieur Mounien, vous êtes avec nous. Je pense que vous avez un éclairage à nous apporter sur un nouveau service qui va être mis en œuvre la semaine prochaine dans le quartier. Tout à fait, oui. Donc, tout d'abord, bonne année à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Oui, c'est un nouveau service qu'on propose au sein de la mairie. Ça va être une permanence d'accueil social et d'orientation. Alors, ça va être mis en place dans les CMA, dont le CMA Vauban. Et en fait, l'idée, c'est que effectivement, comme ça a été souligné par le maire et par un certain nombre de collègues et de personnes, c'est effectivement, en termes administratifs, les gens peuvent se perdre dans les démarches, ils ne savent pas où aller, ils ont besoin d'aide pour faire des dossiers, il peut y avoir des dossiers qui sont compliqués. Je prends l'exemple de l'handicap, par exemple, faire un dossier pour la MDPH, ça peut être très compliqué. Et donc, en fait, on a monté ce service, cette permanence, à partir d'un constat. On a constaté que beaucoup de gens venaient taper à la porte de la mairie. Alors, c'est pas forcément la première compétence de la mairie de faire le social, de répondre à toutes ces questions sociales. C'est pour ça qu'on s'est doté de ce service, où on fait appel à un professionnel, on va faire appel à des professionnels, des travailleurs sociaux, à l'association ESF, qui travaille depuis 1987, si ma mémoire est bonne, donc des gens qui connaissent bien le terrain du social et de l'orientation. Et donc, les personnes qui auront besoin d'informations, d'aide à monter des dossiers alors c'est assez large, ça va de l'handicap au logement, l'accès aux droits, donc la scolarité, le suivi de la scolarité pour les enfants. Donc c'est toutes ces questions que les gens, les citoyens et les citoyennes se posent. Eh bien, ce service est là pour vous aider dans le montage des dossiers, dans la compréhension des dossiers, et aussi vous aider à vous orienter vers les administrations les plus appropriées pour vous aider. Donc c'est vraiment
c'est vraiment cette permanence qui va permettre cette action sociale. Donc on va pas se substituer à la Maison de la Solidarité, ou au CCAS, ou au SAMU social, etc. Là, c'est vraiment pour aiguiller l'ensemble des habitants et des habitantes des quartiers. Et donc, on aura une permanence à Vauban. Vous serez informés là très prochainement sur les modalités. Donc, il y aura de l'affichage, des flyers, des informations sur le site de la mairie pour vous informer, vous indiquer la démarche à suivre pour bénéficier de ce service. Et ça va arriver bientôt. Donc, on a monté ça très, très récemment. Et donc, très prochainement, vous allez avoir toutes les informations sur le site de la mairie. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mounien. La question suivante, exprimée par Hervé Tognard sur Facebook. Pouvons-nous espérer que la RTM mette en place une navette pour faciliter les déplacements de Vauban à Castellane, rejoindre le métro, le tramway, le bureau de poste? Je pense que Monsieur le maire peut répondre à cette question. Alors, est-ce qu'on peut espérer? Il faut toujours espérer, parce que c'est une bonne manière de prendre la vie, avoir de l'espoir. Et puis, si on n'espère pas, il faut réclamer. Donc, c'est ce qu'on fait à la RTM. Dans les échanges que nous avons eus avec la RTM considère aujourd'hui que ce quartier, par rapport à d'autres quartiers de Marseille, est plutôt bien desservi. Il y a le 49, il y a le 60 qui passe directement dans Vauban, il y a le 74 qui arrive en haut du boulevard Gaston-Crémieux. Et donc la RTM nous a dit, s'il y a des gens qui veulent aller à Castellane, ils prennent le 49 ou le 60 qui descend jusqu'au Vieux-Port, et de là, ils prennent le métro qui les amène à Castellane. Bon, c'est une manière de voir les choses. On n'est pas forcément d'accord avec cette manière de voir les choses, mais ce qui est sûr, c'est que la desserte d'un quartier, en tout cas comme celui de Vauban, et puis je pense même à la colline Perrier, sont des quartiers, c'est pas une colline, c'est pas des collines, des petites collines, quoi. Ça monte haut, ça monte fort, et que parmi les particularités de notre ville, je pense que la géographie est également à prendre en compte. Et cette colline Vauban, en plus, qui plus est, elle a une particularité, c'est qu'elle est en dessous de la Bonne-Mère, et que de ce fait-là, il y a beaucoup de touristes, de visiteurs qui sont intéressés et qui pourraient être intéressés par une meilleure desserte du quartier, ne serait-ce que pour accéder à ce lieu touristique ou visiter, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, Vauban comme étant un quartier typique marseillais. Donc aujourd'hui, espérer, oui, il faut espérer. Réclamer, on continue à réclamer, on continuera à réclamer jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction, étant entendu également que au-delà de cette démarche de commodité, de proximité, développer les transports en commun, c'est une nécessité si on veut faire reculer la place de la voiture dans la ville. Et aujourd'hui, les solutions que l'on connaît, et les seules solutions qui existent en fait, c'est notamment de développer les transports en commun. Mais aujourd'hui, on est, alors sans vouloir rappeler la situation de la ville de Marseille, la ville de Marseille est en grande difficulté financière, mais la métropole, excusez-moi, l'est aussi, et la RTM est également en grande difficulté. Et aujourd'hui, sur beaucoup de sujets qu'on aborde, les réponses que nous fait la RTM, c'est on n'a pas beaucoup de moyens, on manque de moyens pour créer une nouvelle ligne, parce qu'une nouvelle ligne, c'est pas simplement acheter un bus, c'est surtout avoir une masse salariale, des chauffeurs pour faire la rotation, et ça peut être une ligne, ça peut être 10, 15, 20 chauffeurs pour assurer une rotation du matin tôt au soir tard. Donc aujourd'hui, on a aussi à faire avec un principe de réalité qui est que la RTM, dans l'état actuel où elle se trouve, ne dispose pas forcément des moyens financiers pour renforcer certaines lignes, pour mettre plus de fréquences. Et on ne parle pas simplement de la desserte de Vauban, mais on pourrait parler de toutes les lignes de bus où on a un bus toutes les 20 ou toutes les 30 minutes quand il en faudrait un toutes les 5 ou 10 minutes. Et c'est ça
les limites aussi de nos demandes avec la RTM. Très bien. Question suivante, exprimée sur Facebook par Jojo la Terreur. Bonjour, le CIQ Aune-Puget aimerait qu'enfin le chemin piétonnier de Notre-Dame-de-la-Garde soit enfin envisagé sérieusement. Alors nous avons les adjoints de quartier Cyprien Vincent et Marie-Hélène M. Salem qui sont en ligne. Je pense que Monsieur Vincent peut répondre à cette question. Tout à fait. Bonsoir. Merci beaucoup pour la prise de parole. Donc, je vous souhaite d'abord une très belle année. J'espère que ça ira bien, que dans cette période un peu compliquée, donc, au moins qu'on puisse dire, on trouvera du bonheur, de la santé et beaucoup de partage. Je suis aussi adjoint au sport, donc j'espère que vous aussi vous trouverez du sport à pratiquer dans vos quartiers. Et aussi, j'en prends bonne note, je fournirai du sport à la Commerie, enfin, avec des sœurs franciscaines. Donc, pour revenir sur ce sujet, alors on en a parlé longuement avec le CIQ, Marie-Hélène et moi-même, on est bien au courant du sujet. Le problème qui se pose, c'est que c'est un endroit qui appartient qui appartient au diocèse de Marseille. Donc c'est pas si évident que ça. Il y a une possibilité. On voudrait peut-être partir sur quelque chose en bois un peu léger qui pourrait faire un peu le tour et qui pourrait être une belle balade parce que c'est beau, c'est vert, c'est une très belle vue. L'idée est très plaisante, hein, et en plus ça serait quelque chose pour peut-être désaturer en termes de cars et de visites par des bus, etc., mais un peu plus piétonnisé. Donc on travaille sur le sujet. On a bien le sujet en tête, mais c'est du coup une vision tripartite et du coup c'est un peu plus compliqué à mettre en place. On a d'autres sujets, hein, c'est un des sujets. On a une coulée verte qui est en train de se mettre en place, qui partira notamment du parc des sœurs franciscaines, qui va être vraiment le point d'orgue cette année sur la végétalisation du quartier. Hein. Ça va être vraiment, j'espère, un nouvel endroit de partage où on va se retrouver. On fera pas de sport parce que il est un peu trop en pente, mais on pourra venir avec nos enfants et retrouver de la verdure. Et on doit partir, donc, comme l'a dit le maire dans ses vœux, sur tout un cheminement qui pourra se retrouver au chemin de la Bonne Mère et pouvoir aller jusqu'en haut de la Bonne Mère, avec toute une partie au jardin du bois sacré, où on a déjà un stade, on a déjà un jardin partagé, on a des terrains de boules, et essayer de faire vraiment une pratique autre que ce qu'on a actuellement, parce que, comme le disait Monsieur le maire, la rue Breteuil est la rue la plus polluée de Marseille, et une des plus polluées de France. Donc c'est vraiment c'est vraiment très dommageable, puisqu'on a plus de cancers et que en plus on a simplement 3 écoles qui sont là avec ces voitures qui vont vite. Donc il y a une réflexion à avoir sur l'appropriation du quartier et sur la façon de le vivre. Et cette démarche s'inscrira parfaitement dans de ce qu'on et de ce que on espère pouvoir effectuer comme travail, notamment avec nous. Je vous souhaite une très bonne année. J'en profite d'avoir la parole pour vous rappeler que Marie-Hélène et moi-même avons une permanence le jeudi. Vous pouvez nous retrouver tous les jeudis au Tempo Vauban, où on sera là à votre disposition pour vous rencontrer déjà, c'est quand même la base, et puis écouter justement ce genre de propositions que nous on porte, hein, et on sera là pour être force de proposition et pour
amener à bout chaque projet. Et on est à votre disposition. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Merci beaucoup. La question suivante concerne la culture. Qu'est-il prévu pour la culture dans le quartier? On a l'adjoint à la culture en ligne, l'adjoint à la culture de la mairie de secteur, Cédric Jouve. Bonjour à toutes et à tous, meilleurs vœux. Donc au niveau de la culture, hein, depuis qu'on est arrivé donc à la mairie du 6-8, on a voulu mettre en place toute une programmation avec les services d'action culturelle hors les murs, avec les artistes et les associations marseillaises de culture, en diversifiant au maximum les formes d'art et de culture, et en amenant la culture partout, au cœur des quartiers, en faisant culture ensemble. Donc en 2021, ce qu'on a fait dans vos quartiers, déjà, c'était d'aller dans le jardin de la Commerie et le jardin de la colline Pierre-Puget, comme le disait monsieur le maire tout à l'heure, pour proposer un ensemble de spectacles, de musique, de danse, de théâtre. Donc on a eu beaucoup de monde et je pense que ça a bien plu. Ça, c'était durant l'été marseillais. Il y a eu aussi le festival Piano en Fleurs avec qui nous étions partenaires, toujours dans le parc de la Commerie. Et on peut aussi souligner qu'au niveau culture, il y a de plus en plus d'offres d'associations et de structures comme la librairie Mazette ou Système Danse et Art Studio, par exemple. Il y a eu aussi les universités populaires qui vont continuer jusqu'en 2022, où là, on tourne dans les différents centres d'animation du secteur et aussi donc de vos quartiers. Bon, je ne parle pas des événements à bagatelle. Alors en 2022, ce qui va se passer, donc on va continuer les événements de l'université populaire avec donc des conférences autour de l'écologie urbaine. Par exemple, le 25 février, au CMA Castellane aura lieu une conférence autour des problématiques du réchauffement climatique avec la fresque du climat, donc une fresque participative très intéressante en termes d'éducation populaire. Ensuite, nous allons avoir aussi beaucoup de médiation pour les scolaires et donc ça concerne toutes les écoles aussi donc de votre secteur avec une exposition à bagatelle et on fait venir les scolaires avec de la médiation, des ateliers. Donc là aussi, c'est toujours dans l'idée de l'éducation populaire. Monsieur le maire parlait aussi de La Voix est belle tout à l'heure, donc avec ma collègue Anne Meillac, nous travaillons là-dessus. Et sur la partie culture, il va y avoir des déambulations musicales dans les quartiers, justement, pour animer avec des fanfares. Il va y avoir aussi des contes, initiation à la danse, probablement. Nous allons continuer avec des rencontres vocales, donc tout ce qui est pratique amateurs haut niveau des chorales, des ateliers vocaux. Donc là, il va y en avoir notamment pour les seniors dans les CMA Castellane et Sylvabel en principe. Et puis donc l'été prochain, juillet-août, toujours les spectacles dans les jardins, probablement toujours colline Pierre-Puget. La Commerie sera certainement en rénovation, donc ça sera peut-être moins évident, mais on va travailler sur la programmation. Voilà. Et avec ma collègue Alexandra D'Agostino, on va mettre aussi en place des ateliers, notamment en cultures urbaines, dans nos centres municipaux d'animation. Voilà, donc encore d'autres choses en perspective et en élaboration, beaucoup de choses en culture, parce que pour nous, la culture, c'est essentiel. Voilà, merci. J'ajouterai un petit mot. Alors, c'est pas directement de la culture, mais c'est, on va dire, de l'animation. J'en ai parlé un petit peu dans l'intervention, mais en avril, du 24 au 27 avril, si je ne me trompe pas, il va y avoir un événement. Alors, c'est pas un événement courant, c'est pas un spectacle où on va assister à quelque chose. C'est un spectacle que les habitants vont produire pour envisager de se dire comment on peut vivre un petit peu différemment dans ce quartier, qu'est-ce qu'on pourrait y apporter. Et c'est dans cette expérimentation que vont naître certainement des nouveaux projets, des nouvelles envies, et qu'on souhaite faire émerger le devenir du quartier. Et bon, après, il y aura, d'après ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas tout suivi exactement, mais il y aura des concerts, des tables rondes, des animations musicales, des ateliers vélo. Donc c'est une forme d'animation de la rue, du trottoir, de la place, qui va être un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, mais je pense que ça sera un grand moment dans la vie du quartier. Et n'hésitez pas à aller sur notre site, où seront indiqués les ateliers de préparation, la manière de vous connecter, les réunions qui vont avoir lieu sur place avec les assos, les habitants, pour vous inscrire, donc pour rentrer dans le dispositif et être non pas simplement un spectateur, mais un acteur du changement.
Et il y a d'ailleurs un très bel article dans le journal La Provence ce matin sur le festival La Voix est belle. Les questions suivantes de Michel Petroff. Quelle piste pour réduire les pollutions sonores atmosphériques dues à la circulation intense des cars de tourisme vers Notre-Dame? Et une question similaire d'Hervé Tognard. Il est indispensable que soient utilisés des transports propres qui ne perturbent pas la circulation pour monter à Notre-Dame de la Garde. Qu'envisagez-vous, monsieur le maire? C'est à vous. C'est une belle question, c'est une très belle question, et sur laquelle, s'il s'agissait simplement de mettre des transports propres, je ne crois pas que ça soit la solution. Ce n'est pas parce qu'on va mettre des transports propres que la nuisance, les vibrations que peuvent faire des bus, cette surfréquentation de Notre-Dame de la Garde va trouver une solution. Aujourd'hui, alors j'en suis très content certainement pour Notre-Dame de la Garde et le diocèse, mais aujourd'hui, la question de Notre-Dame de la Garde pose en fait la question du tourisme à Marseille. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que, évidemment, tout visiteur qui vient à Marseille vient espérer se dire « je ne peux pas aller à Marseille sans être monté à Notre-Dame de la Garde ». Alors, et c'est bien pour ça que c'est le lieu le plus fréquenté. Pour autant, une grande partie, en tout cas des cars qui provoquent toutes les nuisances, sont des cars de gens qui débarquent des croisières. Et d'une certaine manière, la première piste d'amélioration pour avoir moins de cars à Notre-Dame de la Garde, c'est de dire on a moins de croisières à Marseille, ou en tout cas on n'en fait pas l'alpha et l'oméga de la fréquentation touristique dans la ville. Aujourd'hui, on a découvert, une grande façon de parler, aujourd'hui le tourisme est en profonde mutation à Marseille. D'une ville qui était essentiellement visitée par des touristes qui s'arrêtaient un jour, qui allaient le plus généralement au panier, et puis à qui on faisait faire un saut à Notre-Dame de la Garde, et pour ceux qui avaient un petit peu plus de temps, on les emmenait au Corbusier, deuxième bâtiment le plus visité de Marseille. Et puis après, le soir, ils remontaient. Finalement, ils avaient très peu consommé, donc ils avaient très peu profité de la ville. Et aujourd'hui, on a un tourisme qui est en train de profondément évoluer, où, alors je vous donne un chiffre, il y a 4-5 ans, on était à 2,5, 2,6 nuitées moyennes pour le tourisme à Marseille. Aujourd'hui, on est à plus de 5, 4,5, 5, parce que les gens trouvent que c'est une belle destination, que c'est un lieu et un endroit agréable, et qu'ils ne viennent pas simplement y débarquer le matin pour monter à Notre-Dame, aller au Panier, aller au Corbusier et faire un tour sur le Vieux-Port. Mais aujourd'hui, ils ont découvert que Marseille était une ville qui avait de l'attrait, qui avait des lieux magnifiques, les calanques, que quand on y était, on pouvait aller faire de belles balades sans forcément rester simplement à Marseille. On peut aller à Aubagne, on peut aller à Aix. Et aujourd'hui, on va résoudre le problème des cartes de tourisme aussi en ayant une autre approche du tourisme à Marseille. Et on ne peut pas imaginer aujourd'hui, dans la situation qu'on a, de dire du jour au lendemain, il n'y a plus de cars qui montent. Donc il va falloir trouver des solutions alternatives, mais ce n'est pas de remplacer les cars par des cars électriques, c'est d'avoir moins de cars tout court qui montent à Notre-Dame pour que ça puisse redevenir un lieu paisible. Donc c'est un sujet qui est porté par Laurent Lardy, adjoint au tourisme en mairie centrale à la ville. Et c'est effectivement une de nos réflexions, mais ça ne va pas trouver une solution immédiate, même si on sait que pour beaucoup d'habitants, c'est une grande nuisance, tous ces bus qui montent et qui descendent. La prochaine question exprimée sur Facebook de Béatrice de Muissy-Louis. Bonsoir. À quand la verbalisation des véhicules 2 roues, motoscooters sur les trottoirs du boulevard Notre-Dame et dans tout l'arrondissement, mettant en danger les personnes âgées?
L'adjoint à la sûreté, Olivier Ménétrier, ne peut pas répondre à la question car il est actuellement dans le train. Je pense que Monsieur le maire a quelques éléments de réponse sur le sujet. Oui, alors j'ai très vite évoqué le sujet tout à l'heure. La préservation de l'espace public et la sanctuarisation des trottoirs est une de nos problématiques, et notamment éviter que les scooters ou même les trottinettes circulent sur les trottoirs. Les trottoirs, c'est fait pour les piétons, c'est pas fait pour... Alors, aujourd'hui, la police municipale se redéploie, la police municipale a plus d'effectifs. Les résultats ne sont peut-être pas flagrants, mais aujourd'hui, quand on regarde les comptes rendus du CSA, alors le CSA, c'est le Conseil de sécurité d'arrondissement, c'est une instance qui se réunit tous les 15 jours avec les CIQ, on constate que les verbalisations de scooters mal garés sur les trottoirs ou de verbalisations de scooters qui circulent sur les trottoirs sont plus nombreuses. C'est sûr qu'il va falloir du temps, mais c'est d'une manière générale l'apaisement de l'espace public où chacun doit être dans à l'endroit où il doit être, les voitures sur la route et pas garées sur les trottoirs non plus, les scooters sur la route, les cyclistes si possible sur des pistes cyclables protégées pour éviter de se faire écraser, les piétons, les poussettes, les personnes âgées qui ont des difficultés à se déplacer sur les trottoirs. Donc aujourd'hui, je parlais de grands chantiers. Un des grands chantiers, c'est effectivement cette reconquête par les piétons de leur espace. Et croyez-moi, on s'y attelle au quotidien et que les verbalisations, il n'y en a peut-être pas encore assez, mais elles vont venir et elles vont être de plus en plus nombreuses. Merci beaucoup. Alors, on a une question suivante qui concerne en fait l'accessibilité aux personnes en situation de handicap ou qui ont des difficultés à se déplacer, notamment pour l'accès au transport, les bus et les arrêts de bus, la mise en conformité de l'ensemble du réseau de transport. Alors, qu'est-il prévu dans ce domaine, Monsieur le maire? Est-ce que vous avez quelques éléments de réponse sur la mise aux normes, sur l'accessibilité handicap dans le quartier, particulièrement sur les bus? Alors bon, quand je disais que cette ville avait du retard, qu'il y avait des grands chantiers à entreprendre, dont je le redis encore une fois, c'est un des chantiers à entreprendre. Certes, et c'est important, l'accessibilité des transports en commun aux personnes à mobilité réduite est un sujet, mais d'une manière générale, l'espace public à Marseille n'est pas forcément circulable ou est très mal circulable par les personnes à mobilité réduite. On a des trottoirs qui sont trop étroits. Quand ils sont pas étroits, ils sont cannibalisés par les voitures. Et donc aujourd'hui, les piétons et toutes les personnes qui se déplacent sur les trottoirs ont des difficultés. Alors évidemment, les personnes à mobilité réduite, c'est encore pire. Donc effectivement, il y a des plans de rattrapage, mais là encore, et je suis désolé de ne pas pouvoir faire une meilleure réponse, pour l'accessibilité au transport en commun, c'est une prérogative de la RTM. Alors par exemple, ce que je sais, c'est que la station de métro Castellane n'est aujourd'hui pas accessible aux handicapés en fauteuil roulant. Donc là aujourd'hui, je crois que c'est l'année prochaine, ou à l'occasion en tout cas des travaux du tram, que va être créée une accessibilité au métro pour les personnes à mobilité réduite. Mais évidemment, c'est tout le réseau de bus qui devrait l'être. Voilà, ça fait partie des retards, ça fait partie des chantiers. Et Isabelle Lossine, si elle avait été là, elle est là, donc peut-être qu'elle peut prendre la parole pour en dire plus. Mais je suis sûr que c'est c'est son combat puisqu'elle est adjointe au handicap.
Absolument. Donc, on a Isabelle Lossine qui se cache derrière le pseudo de Tom Poetch et qui est l'adjointe au handicap pour la mairie centrale. Madame Lossine, c'est à vous. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc pour compléter ce que disait Monsieur le maire, effectivement, l'accès au transport, c'est un problème parmi d'autres problèmes d'accessibilité à Marseille. Et effectivement, on est en train de s'atteler à la tâche pour améliorer l'accessibilité. Cela dépend de la métropole. Pour autant, on est bien sur le territoire de la ville et on est là pour améliorer l'accessibilité de tous les usagers. Donc, il faut savoir qu'un agenda d'accessibilité a été signé par la ville de Marseille en 2017 pour se mettre en conformité avec les établissements qui reçoivent du public et qui appartiennent à la ville de Marseille. Les transports relèvent bien de la métropole. Pour autant, une commission pour l'accessibilité qui existe depuis 2017 et qui ne s'était pas réunie depuis va être réactivée et va se réunir très prochainement. Dans cette commission d'accessibilité, il va y avoir des collègues adjoints et les adjoints de secteur qui sont donc en lien avec l'accessibilité, mais également un certain nombre d'associations d'usagers et des associations qui représentent tous les handicaps, voilà, moteurs, sensoriels, cognitifs. Cette commission, elle va avoir pour objectif de suivre l'agenda d'accessibilité, mais pas que. On va également s'attacher à faire un état des lieux plus précis de l'accessibilité au transport. Il faut savoir qu'il existe au niveau de la métropole ce qu'on appelle un schéma donc d'accessibilité des transports en commun. Il remonte à 2010 et il va falloir effectivement le réactualiser. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. En tout cas, en ce qui concerne l'accès au point d'arrêt des bus. Par rapport au métro, toutes les stations, enfin en tout cas un certain nombre de stations sont traitées. Les travaux ont commencé, donc ce sera terminé pour 2024. C'est un chantier qui est mené par la métropole pour un montant de plus de 50 millions d'euros. Et des ascenseurs vont être installés dans les stations de métro, mais pas dans toutes les stations de métro. Alors, il faut savoir que d'ici 2024, les rames de métro vont également être remplacées et on va donc vers des rames comme certaines lignes donc du métro parisien, c'est-à-dire des rames automatiques. Donc, les personnes à mobilité réduite pourront prendre l'ascenseur et accéder au métro. Ça sera terminé pour 2024. Pour ce qui est des bus, je m'attelle à la tâche. Donc là, les membres de cette commission, on va faire un état des lieux, on va se rendre sur le terrain. Et puis, on est bien sûr ouvert, en tout cas moi je le suis, à toute suggestion et des problèmes qui pourraient être repérés donc dans votre secteur. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc c'était une question posée par Serge Justy. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure en posant la question. La question suivante, ou plutôt une remarque de Naïla Nouali sur Facebook. Le ramassage des ordures ménagères par des sociétés privées, s'il vous plaît. Marre de subir les grèves, c'est déjà assez difficile en ce moment. Je pense que Cyprien Vincent a des éléments de réponse sur ce sujet. Oui, alors rebonsoir. Malheureusement, on est très dépendant de la métropole et on aura, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de vision sur du ramassage privé fait par la ville. De toute façon, on n'en aura pas les moyens puisque c'est quelque chose qui est c'est un peu le périmètre de la métropole, donc on est vraiment dépendant de ça. Néanmoins, il y a deux réflexions. On a quand même un conteneur qui est situé cours Pierre Puget. Donc, le but est de faire de l'effort et de ramener ces poubelles là-bas le plus possible. Et aussi, on peut voir que il y a une réflexion à avoir sur la façon dont on consomme. Clairement, en très peu de temps, les poubelles sont vraiment elles débordent de partout. On est sur un mode de consommation qui est vraiment très élevé. C'est quand on voit ces grèves, on voit que il faudrait quand même avoir une réflexion. C'est pour ça que ce qu'on entreprend, notamment avec les jardins où on va pouvoir aller mettre nos détritus, ou alors
voilà, il y a une réflexion à avoir sur la façon dont on consomme et dont on jette les objets, le plastique, etc. Et d'ailleurs, il y a aussi une réflexion à avoir sur quand ça va arriver, on le sait, il va y avoir encore une catastrophe naturelle. Comment on va pouvoir gérer derrière encore en urgence tout ça. Donc malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose. J'espère qu'avec l'évolution de la métropole, on pourra mieux gérer cette prérogative. Et surtout, à chacun aussi de prendre un peu ses responsabilités et éviter de surcharger, décharger, recharger les poubelles qui sont déjà bien pleines. Donc je vais ajouter un petit mot aussi sur. J'ai parlé. Il y a deux mots qui ont dû revenir régulièrement, c'est chantier et retard. Quand tout à l'heure Isabelle Lossine parlait du retard, Marseille est une ville qui a pris du retard. Et sur le conflit des poubelles, sans rentrer dans la polémique et sur le sujet, il est extrêmement regrettable que on savait très bien que la loi allait s'imposer au 1er janvier 2022, mais les négociations ont commencé en octobre, en septembre ou en octobre 2021, c'est-à-dire 4 mois avant. Quand on connaît Marseille, quand on sait ce qu'est ce sujet sensible des poubelles, de l'évacuation des ordures ménagères, on se doute bien, alors que c'est une réforme qui est quand même assez radicale, puisqu'elle remet le droit du travail commun pour les agents qui s'occupent de ce nettoyage. C'est un petit peu normal qu'on se retrouve avec un conflit parce qu'on est dans l'urgence. Et là, aujourd'hui, on est dans l'urgence pour les poubelles, on est dans l'urgence pour le handicap, on est dans l'urgence pour les transports en commun, on est dans l'urgence pour les écoles. C'est ça, aujourd'hui, la situation de la ville de Marseille et de sa métropole. Gérer les sujets en urgence. Et on a un tout petit complément de réponse de Elliot Perenchio, adjoint à la réduction des déchets et au recyclage. Monsieur Perenchio, c'est à vous. Oui, bonsoir. Cette information, elle vient de Christine Juste, qui est adjointe aux déchets à Marseille. On ne peut pas avoir recours à des sociétés privées actuellement, car les décharges sont bloquées. Donc, peu importe qu'il y ait des réquisitions ou qu'il y ait une sollicitation par des sociétés privées, les décharges sont bloquées. Voilà, donc c'est ce qui explique ce non-recours. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Question suivante, Samuel Driot sur Facebook. Y a-t-il une réflexion avec la métropole pour la réduction de la circulation qui traverse le quartier pour rejoindre le Vieux-Port et les autoroutes via l'itinéraire Perrier, Gaston-Crémieux, Montebello, boulevard Vauban, puis Notre-Dame? Monsieur le maire. Il y a des fois où je me dis, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais il y a des fois où je ne peux pas faire autrement. Parmi les sujets de campagne qu'on avait, il y avait celui, alors il n'est pas directement lié à Vauban, mais vous allez comprendre où je veux en venir, il y avait celui de la bretelle Schlesing. Alors bretelle Schlesing, c'est les nouveaux travaux qui sont engagés par la société du tunnel Prado Carénage, qui va partir de Castellane, disons de l'arrivée actuelle du tunnel, et qui va aller jusqu'à Schlesing, le boulevard Schlesing. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on voit l'usage qui est fait de la première bretelle qui a été créée, celle qui part de Perrier et qui rejoint le tunnel, le peu de fréquentation qu'on a dans cette bretelle, on se dit à quoi ça sert? Les gens n'y vont pas, c'est très cher. Et cette bretelle Schlesing, elle a une incidence très forte sur la circulation dans Vauban. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas le tunnel Prado Carénage pour traverser, parce que c'est 3,50 €, je ne sais plus combien c'est, quelque chose dans ce goût-là, et que du coup, pour rejoindre l'autoroute et le tunnel sous le Vieux-Port, les gens traversent Vauban en passant par Perrier, Gaston-Crémieux,
Vallon-Montebello, etc., etc., pour retomber sur le Vieux-Port. Et donc, notre quartier de Vauban est devenu un quartier de transit. Et là où, effectivement, je suis un peu en colère, c'est que si cette bretelle Schlesing n'avait pas été faite, la ville de Marseille aurait récupéré la concession du tunnel Prado-Carénage. Et donc, là, aujourd'hui, en construisant cette bretelle Schlesing, c'est encore pour 7 ans que la société du tunnel Prado-Carénage va pouvoir exploiter le tunnel Prado-Carénage. Ils font une bretelle et ils exploitent le tunnel. Dans une autre conjoncture où on n'aurait pas réalisé cette bretelle, la mairie aurait pu non pas décider de mettre ce tunnel gratuit, mais après, bon, parce qu'il y a quand même des frais d'entretien, il y a de l'éclairage, il y a de la sécurité, il y a tout un tas de trucs. Mais aujourd'hui, s'il était passé de 3,50 € ou 3,80 €, je ne sais plus exactement le prix, à 1 € pour traverser Marseille, à l'évidence, la circulation de transit qui passe par Vauban, ben, il y aurait beaucoup de gens qui auraient choisi malgré tout, plutôt que de s'embêter dans la circulation, les embouteillages, les feux, les klaxons et tout ça, pour rejoindre le Vieux-Port, et le tunnel par la Corderie, ils auraient choisi une autre solution. Mais moyennant quoi, avec cette bretelle, pendant 7 ans encore, il va falloir au moins continuer à avoir cette circulation parce qu'on ne sait pas faire comment. On ne sait pas faire autrement. Donc aujourd'hui, on le regrette et la métropole, en tout cas, a donné son interprétation de la circulation et de la manière dont elle la voyait en ville, c'est tout pour les voitures. Et aujourd'hui, effectivement, on se bat, aussi bien dans la mairie de secteur que dans la mairie centrale, avec Audrey Gassian notamment, pour penser la ville autrement et penser la place de la voiture autrement. Quand on aura réussi à impulser cette manière de penser à la métropole, on pourra de manière un peu plus sereine envisager la réduction de la place de la voiture à Vauban, parce qu'on aura fait peut-être un peu plus de pistes cyclables, parce que toute une série d'aménagements qui permettront que finalement, soit on utilise moins sa voiture, soit on utilise peut-être plus de transports en commun qui font défaut aussi. Donc je suis désolé de vous donner une réponse d'attente, mais pour l'instant, il n'y a pas de vraie solution à la réduction du trafic à Vauban. On va essayer de le contenir, mais pas de vraie solution pour l'instant. Merci beaucoup. On a plus d'autres questions. Il y avait une question qui concerne pas ce secteur-là, pas ces quartiers-là, qui concernait les bords de l'Uvonne. Donc il y avait une session de vœux qui était organisée pour ce quartier. C'était déjà il y a 2 semaines. Donc monsieur le maire, si vous voulez bien, les mots de la fin vous reviennent. On peut peut-être dire un petit mot sur l'Uvonne, non ? Sur l'Uvonne, en fait, c'est, si vous voulez, c'est relatif au squat le long de l'Uvonne. Ah, au squat le long de l'Uvonne. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas si la bonne raison, c'est un peu un espace abandonné, hein, l'Uvonne. Les squats, il y en a un peu partout dans Marseille. Et on a fait une nuit de la solidarité, a été organisée par la ville de Marseille, une nuit de la solidarité le 20 janvier. L'objectif n'était pas de venir en aide, alors je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, de venir en aide directement à ces personnes sans abri, à ces SDF, à ces gens qui sont obligés de dormir là où ils le peuvent. Et donc je sais que dans ce quartier de Vauban, on en a un certain nombre de manière très régulière, en particulier en été, qui campent dans la colline de la Bonne Mère. Donc en fait, cette question, elle pose la question de la prise en charge par la collectivité, par les collectivités de ces personnes qui sont en besoin. Et la nuit de la solidarité, à défaut d'apporter des solutions, doit permettre d'évaluer de manière très précise les besoins de notre ville, du département, puisque la solidarité, c'est une prérogative du département, de l'État aussi, sur les besoins et donc les dispositifs à mettre en place. Faut-il des dispositifs plutôt adaptés aux
aux gens du voyage? Faut-il des dispositifs plutôt adaptés pour des femmes seules, pour des hommes seuls, pour des personnes qui sont malades? Et donc les squats sur le bord de l'Uvonne ne vont pas trouver une solution immédiate parce que l'expulsion n'est pas une solution. S'ils ne sont plus sur les bords de l'Uvonne, ils seront dans les buissons et dans du parc balnéaire, ou ils iront dans la colline Perrier, ou ils iront à l'endroit où ils peuvent trouver un lieu pour se poser, parce que avant d'être des SDF, c'est des personnes qui sont en grande difficulté, qui sont précaires, qui ont été oubliées par la société. Et l'objectif aujourd'hui que peut avoir notre ville, c'est d'avoir une attention pour toutes ces personnes et de mettre en œuvre, de mettre en place des dispositifs pour les accompagner, pour les aider et pour les prendre en charge. Et on réglera le problème des squats le long de l'Uvonne quand la société dans son ensemble aura pris les mesures et les dispositions pour être solidaire et attentive à toutes ces personnes qui méritent elles aussi notre respect et notre aide. Très bien, merci. Donc on n'a plus de questions, juste pour rebondir sur la question précédente sur l'accessibilité de handicap, pour mentionner que Rosette Denia-Salonne tient des permanences sur le sujet du handicap en mairie de secteur chaque mercredi, et chacune peut s'inscrire au secrétariat de la mairie pour bénéficier de ces permanences, de l'adjointe de secteur, la conseillère d'arrondissement de secteur, des délégués au handicap. Monsieur le maire, pour le mot de la fin, c'est à vous. Un dernier mot, juste un dernier mot pour vous dire que cette année, on a fait des vœux en visio. Je crois que tout le monde en a un peu assez de la visio, même si ça permet de maintenir un lien quand c'est compliqué. Mais très sincèrement, je vous donne rendez-vous. On se verra certainement avant pour un certain nombre d'entre vous. Mais l'année prochaine, les vœux, ça ne sera pas en visio, ça sera en présentiel, parce que c'est quand même vachement plus agréable et vachement plus sympa. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Au revoir.